Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue parmi nous ce soir pour honorer ce qu'a fait Julien Pérez, la traversée de la Manche, en 13h26. Il ne l'a pas fait pour lui tout seul. Il l'a fait pour l'association Rêve, une association qui lui tient à cœur. C'est l'association qui réalise le rêve des enfants très gravement malades. Et de ce fait, je vais vous présenter un petit peu nos bénévoles et notre directeur, que je vais commencer par appeler Monsieur Olivier Berler. Il me fallait également, pour me remplacer, une nouvelle présidente. J'ai nommé Patricia Rigal. Merci Jean-Claude. L'association Rêve existe depuis 25 ans, puisqu'elle a été créée en février 1994. Et puis il y aura 25 ans en fait, en octobre 1994, que le premier rêve en fait s'est réalisé. Et donc voilà, c'est une association donc, qui a toujours la même mission depuis 25 ans, celle que les fondateurs ont imaginée, à savoir organiser le rêve des enfants très gravement malades. Et puis aujourd'hui, comme il y a 25 ans, le plus important c'est que l'enfant vienne avec son rêve. Et nous, on n'a pas de catalogue à lui proposer. On réalise le rêve qu'il nous demande. Et puis, pour réaliser ses rêves, donc ça, je vais aller rapidement parce que je crois qu'il y a un film derrière pour présenter. Pour réaliser ses rêves, l'association fonctionne uniquement grâce à des dons privés. Et voilà, c'était pour ça que c'était important pour moi d'être ce soir à plusieurs titres. Déjà pour remercier Julien pour son soutien, grâce au financement qu'il a pu mobiliser. Il y a des rêves qui vont être financés, qui donc vont se réaliser. Et puis l'autre aspect aussi qui me semble important, c'est vous tous en fait pour remercier les bénévoles qui tous les jours en fait sont sur le terrain. Et puis parce que la volonté de l'association, voilà, c'est d'être à proximité. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est moi qui viens à votre proximité par rapport à ce que vous faites aussi tous les jours avec les partenaires et l'ensemble des sponsors. Je voudrais remercier Julien aussi, un autre Julien, qui est le directeur du CGR de Latte et sa direction. Maintenant que la fête commence, Julien, je te passe le micro, c'est à toi. Ok, alors, merci. Donc, première action que j'avais fait pour Eve, donc c'était l'ascension du Mont Blanc il y a 1 an. C'était une belle expérience, surtout que je suis parti, comme on dit, en short, c'est-à-dire que je n'étais pas alpiniste, j'avais aucune expérience extérieure, on est parti sans guide. Et je me rappelle encore, on était à la maison avec Jean-Claude et je dis bon, mais je vais faire un truc, j'ai envie de faire le Mont Blanc. Et du coup, donc 6 mois de préparation, l'ascension du Mont Blanc validée. Et donc pour elle, moi je fonctionne comme ça, hein, c'est-à-dire qu'en fait je me fixe un défi. Autour de ce défi, les gens se fédèrent. Et du coup, ça permet de faire connaître l'association. Les gens font des dons. Je réalise le défi. Et l'ensemble de l'argent qui est collecté, du coup, va directement à Rêve. Hein, à savoir que je précise bien que moi, dans mon mode de fonctionnement, tout l'argent que je collecte, ça va pour Rêve. Et le financement de l'action de l'Association du Mont Blanc ou la traversée de la Manche, c'est moi qui me le finance directement avec mes sponsors. C'est 2 caisses qui sont séparées. Voilà. Ah, merci. Là, c'est fini. Voilà, donc un engagement avec Rêve. La question que tout le monde se pose, est-ce que traverser la Manche c'était un rêve pour moi? Non, pas vraiment. C'était pas vraiment un rêve. C'est une idée qui te vient comme ça le matin et tu dis tiens, je vais faire la Manche et tu le fais. C'était plus une expérience. Par rapport à mon activité professionnelle, donc moi je suis formateur de maître nageur, donc forcément en lien avec l'activité de natation, et également je suis coach à l'entreprise et pour les particuliers, et c'était une expérience qui me permettait de mettre en pratique tous les préceptes et les concepts qu'on applique en coaching, et effectivement voir si quand on passe de la théorie à la pratique appliquée à l'extrême, ça marche également. Et donc c'était vraiment une belle expérience par rapport à ça. Et je vais répondre à votre question. Donc du coup, pourquoi est-ce que j'ai traversé la Manche? Effectivement pour Rêve et pour les enfants.
mais également pour faire l'expérience. Alors, une expérience, pourquoi ça ne marche pas comme ça? Voilà. Ah, donc, la métaphore qui va expliquer pourquoi et comment j'ai fait la manche. Alors ça, c'est un téléphone à cadran qu'on utilisait en 1980, dans les années comme ça. C'était un téléphone qui servait à téléphoner. Et il servait qu'à ça, d'accord? Il était monotache. Et imaginez qu'à cette époque, on ait eu des iPhones. Un iPhone avec plein de fonctionnalités, d'accord, assez complexe à utiliser encore aujourd'hui, à son plein potentiel. Les personnes qui étaient très à l'aise à utiliser les téléphones à cadran, à leur époque, on leur donnait un iPhone, ils auraient eu 3 possibilités. Soit en fait, pour utiliser l'iPhone, tu lis le mode d'emploi et tu apprends à l'utiliser. Soit tu expérimentes, tu fais des tests et tu vois comment ça marche, ce qui marche pas. Ou soit en fait, tu te dis c'est trop compliqué, tu mets dans un tiroir et puis tu continues à utiliser le vieux modèle, qui est monofonctionnel. Et l'être humain, c'est pareil. C'est la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous avez vu votre mode d'emploi? Est-ce que vous savez toutes les qualités, tout le potentiel que vous avez, tout ce que vous pouvez faire avec votre corps, votre esprit, tout ça. Et moi, je suis dans cette démarche-là. À savoir que l'être humain, quand il est utilisé de manière monofonctionnelle, donc en monotâche, il sert à une chose, il consomme et il produit. Il consomme et il produit. Un nourrisson, il fait quoi? Il consomme donc de l'oxygène et également de la nourriture, et puis il produit. Je ne fais pas de dessin, quoi. Il fait juste ça. Donc là, c'était l'expérience pour voir est-ce qu'on est capable de faire autre chose que consommer et produire. Est-ce que l'être humain est capable de ça? Et donc pour tester, ça c'est, allez-y pour loin, ça lui fera plaisir. Pour tester cela, j'ai besoin de partenaires, donc des partenaires financiers également pour financer la traversée de la Manche, que je remercie. Donc il y avait Laurent Ferrando avec son entreprise, Maïscotom Entreprise, qui m'a permis de financer une partie de la traversée. Il y a Clément également avec son entreprise de courtage qui m'a financé également une partie. Pour information, la traversée de la Manche, c'est un budget d'à peu près entre 5 et 6 000 euros. Donc je ne vais pas le faire tous les jours, hein, vous avez bien compris. Et également Wonder Woman, donc du coup Cindy, qu'on a appelé tout à l'heure, qui est montée, qui m'a permis de réaliser la Manche, parce que du coup sans elle je ne serais pas allé loin. Donc merci pour ça. Elle a permis de faire des lives et des reportages en direct qui ont beaucoup touché les personnes qui suivaient. Et j'en ai eu beaucoup de retours par rapport à ça. Donc le début de l'aventure, on est le 26 septembre 2018, quand je décide de traverser la Manche à la nage et de me lancer la préparation. Donc en gros, j'ai 9 mois de préparation, quand on conseille d'en faire 2 ans. Donc j'ai vraiment réduit le temps. Du coup, ça m'a demandé de faire un entraînement qui est intensif et également d'expérimenter des nouvelles choses, parce que sur cette épreuve-là, traversée de la Manche sans combinaison et sans palme, il y a énormément d'échecs. Il y a entre 60 et 80% d'échecs en fonction des saisons. Donc ça demandait d'avoir un entraînement qui était un peu différent de ceux qui échouaient, forcément. Si tu veux réussir, il faut faire des choses différentes. Et donc, à cette période-là, du coup, je fais un live Facebook pour m'engager publiquement, parce que c'était la seule solution, quelque part pour moi, de créer assez de motivation et de détermination dès le début et de m'investir à fond là-dedans. Au niveau de cette préparation, je commence de là. Voilà. Donc là, on est fin septembre, je suis dans mon jardin, j'ai une piscine hors sol, je m'attache avec une sangle contre un arbre et je nage là. D'accord? Et pour donner mon niveau de départ, je fais 15 minutes et après je suis fatigué donc je m'arrête. L'eau elle est à 23 degrés et quand je rentre dans l'eau, je fais waouh, elle est froide quand même. Donc juste pour donner le point de départ de ma préparation, j'ai pas attendu d'être prêt pour me préparer. D'accord? Ça c'est la plupart des personnes que du coup j'ai en coaching, ou des entrepreneurs qui veulent se lancer, etc. Ils attendent d'avoir toutes les cartes à main et quasiment être déjà prêts pour se lancer, alors qu'au final, il suffit de faire le premier pas. Et d'ailleurs, c'est ce premier pas qui est le plus important. Donc, ne pas attendre d'être prêt et d'avoir toutes les données pour se lancer, voilà, ça passe. Je l'ai fait, ça passe. Et d'ailleurs, souvent les gens ils me disent moi, ça me dirait bien de faire ça aussi, et un jour peut-être, quand j'aurai plus confiance en moi ou autre chose, je le ferai.
Et donc ça ne marchera jamais parce qu'en fait, c'est justement de faire ça qui va te permettre d'avoir plus confiance en toi. D'accord? Il faut inverser le problème, le mode de réflexion. Ça, c'est quand même des grands moments de la natation française. Donc voilà, première étape dans mon jardin, deuxième étape. Du coup, je rejoins le club natation d'Aqualove avec le groupe de Jacques Tuzet, donc de nage extrême. Alors pour deux raisons, mais du coup c'est le seul groupe de nageurs fous de la région qui font un nage extrême. Donc on nage, le principe il est simple, c'est on nage toute l'année, sans combinaison, en milieu naturel. Voilà. Ça m'a permis de voir que c'était possible, parce qu'à la base, nager à la rivière en plein mois de décembre, bon, c'était complètement en dehors de mon champ des possibles. Et donc de me rapprocher dans ce club-là et de tester ça, ça a été vraiment une étape importante pour moi, dans ma perception, et de croire vraiment que c'était possible de le faire. Et également, je me suis rapproché de Jacques, qui a été mon coach sur la partie natation, sur les volumes. Donc Jacques, qui est une référence dans la natation et dans la nage en eau libre, qui a fait plus de 400 traversées, c'est ça? 400 traversées, c'est énorme. Il a réussi la tracée de la Manche en 2002, et du coup, ça me permettait d'avoir son expérience à portée de main, et toutes les questions que j'avais sur cet événement-là. Voilà. Ça, c'est la partie nutrition, ma spécialité. Donc au début, donc là on est encore au mois d'octobre, dans ma préparation, et j'ai entendu dire qu'il fallait que je prenne entre 10 et 15 kilos pour traverser la Manche, pour me protéger du froid. Et du coup, j'arrive pas à grossir comme je veux, donc je vais voir un nutritionniste qui me fait un plan de nutrition pour que je grossisse rapidement. Ce plan-là, je l'ai suivi 3 semaines, ça a marché, j'ai pris je crois 2 kg, 2,5 kg je crois en 3 semaines. Sauf que ça ne me convenait pas du tout parce que du coup, j'avais l'impression de faire que manger. Je faisais que manger, et en fait, effectivement, je mangeais, je nageais, je dormais, je mangeais, je nageais, je dormais, je faisais que ça. Et ça n'allait pas du tout avec ma philosophie. Et après, j'ai compris pourquoi je faisais ça. En fait, j'avais peur du froid. Et comme j'avais peur du froid, je voulais me protéger du froid, et donc je voulais manger pour avoir du gras pour me protéger. Sauf qu'en fait, je ne voulais pas me protéger du froid, je voulais que le froid ça soit quelque chose de facile ou de familier, et de ne pas en avoir à me protéger. Du coup, j'ai eu l'idée d'expérimenter le fait de faire confiance à mon corps, à savoir que l'être humain, on est le résultat d'années d'évolution de l'espèce humaine, qui ont traversé les aires glaciaires notamment, et donc on a une physiologie qui est capable de résister à des températures froides et de s'adapter à ça. Et donc du coup, j'ai mangé ce que je voulais, surtout de la raclette. J'ai mangé ce que je voulais quand je voulais, je me faisais plaisir. Et j'ai fait confiance à mon corps en disant, juste le fait de manger ce que je veux et d'exposer mon corps au froid régulièrement, dans de longues périodes, mon corps il est plus intelligent et il se connaît mieux que moi je le connais. Et du coup, lui-même, il va stocker ce qu'il faut, là où il faut, comme il faut. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Ça, c'est une étape importante aussi dans la préparation. J'avais des peurs. J'avais peur de nager dans l'eau quand je ne voyais pas le fond. Quand on fait la Manche, c'est compliqué, et on ne voit pas le fond. Et en fait, par exemple, je nageais à Carnon, je nageais des fois dans 1,50 m d'eau, là où j'avais pied. Je nageais le matin avec mes élèves. Le matin, on voyait le fond, c'était bien, je nageais, j'étais en confiance. Et puis l'après-midi, la mer elle bougeait, c'était trouble. Je renageais au même endroit, mais je n'avais pas la même technique de nage, j'étais en mode stress, avec l'angoisse, etc. J'étais pas bien. Pour nager 500 mètres, ça va, mais dès qu'on veut faire un peu plus long, c'est ces détails-là qui font la différence. Et on sait très bien que même au niveau de n'importe quel type de performance, le stress, en règle générale, vu comme il est vécu, du coup, il va nuire à la performance. J'ai une petite vidéo qui va avec. Le lac du Salagou. D'accord, donc avec tous les monstres et la mythologie qui va avec. Et dès que je vois pas le fond, j'imagine tout ce qu'il peut y avoir dessous et tous les monstres marins et aquatiques qui peuvent sortir de l'eau et m'attraper. Là, c'est dans l'Hérault également. Donc, je m'entraîne à nager là où je vois pas et également dans les algues. Donc, je nage là-dedans pour effectivement me libérer de cette peur-là. Donc, je m'immerge au sens propre, au figuré dans ma peur. Je fais quelques exos en même temps de libération émotionnelle qui me permettent du coup d'être plus efficace après ça.
Voilà. Mais c'était un peu de la folie au début quand même, parce que là, j'avais vraiment peur, quoi, et je nageais là-dedans, quoi. Tu sens les algues qui te touchent, ça tourne autour de tes pieds, c'était pas facile, c'était pas facile. Et là, à tout moment, il y a un monstre, un poisson, un brochet, n'importe quoi qui peut sortir de là et t'attraper et te manger. Hein. Voilà, le pont du diable. Donc, ma piscine personnelle, pendant tout l'hiver, c'est ici que j'ai commencé à vraiment... à passer la vitesse supérieure en termes de préparation mentale. Donc, j'ai nagé tout l'hiver. Moi, là-bas, je suis originaire d'Agnan. Il n'y a jamais personne qui a nagé l'hiver en maillot de bain là-dedans. Même en combinaison, seuls les pompiers quand ils faisaient les entraînements. Mais sinon, personne. Donc déjà, je faisais quelque chose qui avait, je pense, plus ou moins jamais été fait, nager là-dedans. Surtout que moi, depuis que je suis enfant, on me dit, il ne faut pas nager ici, dans les gorges de l'Hérault, parce qu'il y a plein de remous, surtout l'hiver, hein, de plein de remous, etc., de marmites qui font que du coup, ça peut te prendre et rester au fond avec des contre-courants. Donc, il faut faire attention. Et du coup, je suis allé là, nager là. Le problème, c'est que quand on doit faire beaucoup de distance, le pont du diable, c'est assez petit, et du coup, je dois faire plein d'allers-retours. Le problème des allers-retours, c'est que je peux abandonner à n'importe quand. C'est-à-dire que j'avais un point de départ avec mes affaires, je partais et je revenais. Et par exemple, je crois que je faisais 800 mètres par aller-retour. Et donc quand je dois nager 4 km, 5 km, ça fait quand même pas mal d'aller-retour. Et à chaque aller-retour, j'ai le choix facile, soit d'arrêter, de sortir de l'eau, ou soit de me forcer et de repartir. Et ça, c'était hyper compliqué parce qu'en fait, là, quand on est en novembre, quand on est en décembre, dehors, la température extérieure, des fois, c'est 0, 1 degré, l'eau, elle a 8, 7, ça fait mal, quoi. Ouais, au début, voilà, donc c'était pas évident. Mais en même temps, j'ai passé de très bons moments dans les gorges de l'Hérault. Voilà. Donc, magnifique, quand même, terrain d'entraînement. Hein. Ça a été mon bureau pendant quelques temps. On voit les courants. Là, vous voyez un peu les courants. Là, c'est une période où, cette année, il n'y a pas eu beaucoup de pluie ou beaucoup de crues, donc c'est assez correct en termes de préparation. Là, c'est moi avec ma bouée de sécurité qui nage, vous voyez. Et c'est ici que je faisais mes allers-retours. Donc, c'est quand même grandiose. Et je nageais là dans n'importe quelle condition. La nuit, là, on était en alerte orange. Je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il pleut. Le problème, là, c'est que du coup, j'avais des lunettes fumées, je ne voyais rien. Je nageais le matin de très tôt. Sous la pluie, je faisais un abri comme ça, je mettais mes affaires avec les clés, etc. Là, je nageais avec les pompiers. Donc, les pompiers s'entraînaient. Il y avait une crue. Et donc, ils s'entraînaient avec les casques, les baudriers, les combinaisons, etc. Et puis moi, je nageais au milieu en maillot de bain. Avec les zodiacs, etc. Et là, c'était en crue, donc il y avait énormément de courant. Salut à tous. Direct du pont du diable à Agnan, où je vais commencer mon entraînement quotidien. Donc aujourd'hui, j'ai 4 km à faire. Alors voilà les conditions. Dans les gorges. Ah, il y a quand même du jus. Un petit peu. C'est pas parce que les conditions ne sont pas idéales qu'on ne peut pas s'entraîner. Et là, c'est pareil. Donc il y a beaucoup plus d'eau que d'habitude et beaucoup plus de courant évidemment. Pour après là sur la partie gauche, là en face, il y a un contre-courant dans lequel on peut nager. L'eau n'est pas terrible. Alors ce qui est intéressant c'est de voir les courants et les contre-courants, mais également les trajectoires des débris et tous ces morceaux de bois parce que quand tu nages, il ne faut pas se blesser. Donc aujourd'hui l'entraînement je dois faire 4 km. Mais là avec les conditions, je vais juste nager 1h10, ça m'arrêter, ça sera très bien. Ouais, donc là j'ai coupé le son parce que c'est pas intéressant ce que je dis après. Et donc du coup, là je m'entraîne, donc au lieu de faire 4 km, je transfère la distance en temps. Donc en gros 4 km ça fait 1h10 à peu près. Mais du coup en 1h10, pour un sportif tu fais du surplace. Les gens ils disent t'as nagé combien aujourd'hui? Ben, j'ai nagé 3 mètres. 3 mètres, mais t'as nagé combien de temps? 1h10. Ben, c'est pas top quoi. Et en fait là je nage dans les courants. Et je me suis entraîné dans l'Hérault, donc en crue, à nager dans les courants. Donc j'ai développé la capacité à nager sur place. Donc ça c'est une bonne chose parce qu'on traverse la Manche, il y a des courants, il y a de la marée, etc. Donc on peut être amené à faire du surplace. Ou si on ne fait pas du surplace, on peut vraiment avoir une performance, une productivité qui est réduite. Donc il faut accepter ça. Là vous voyez, je nageais là-dedans. Et à force de nager donc, dans les courants, les contre-courants et les remous,
j'ai développé cette capacité, quelque part, à sentir l'eau sur la peau et à savoir si, dans quel sens va le courant et comment je dois mettre mes appuis et dans quelle direction je dois aller nager pour nager droit. D'accord ? Et ça a été très intéressant, je pense, au niveau de la Manche, quand il y a des courants et des masses d'eau, pour éviter justement de trop dériver. Et là, dans cette vidéo, j'explique que je suis en train de repousser les limites du monde connu, parce qu'en fait, j'étais jamais remonté aussi loin par rapport au courant. Voilà. C'est bien monté quand même. Voilà, donc l'exploration et repousser les limites du monde connu. Et là, vous voyez, quand je parle, je ne sais pas la grande forme, parce que forcément, l'eau, je crois qu'elle doit être à 8, quelque chose comme ça. Ça fait au moment que je nage. Et donc, en fait, avec le froid, eh bien, du coup, le froid, ça fait des contractions au niveau musculaire, et du coup, on n'arrive plus à parler correctement. Voilà. Donc, un super terrain de jeu qui était proche de chez moi, donc ça a été facile, et en même temps, c'était des conditions idéales pour s'entraîner. Voilà. Et c'est également là que j'ai compris, à me confronter directement à la nature et aux éléments, que le plus important, ce n'était pas les conditions extérieures, s'il faisait beau, pas de courant, pas du courant, des vagues, pas de vagues, mais les conditions intérieures. Et peu importe ce que je pouvais avoir à l'extérieur comme condition, du moins qu'à l'intérieur ici, j'avais des bonnes conditions, il ne pouvait rien m'arriver. Et que l'inverse, ce n'est pas forcément le cas. Lac du Bonheur, Montegual, donc on voit la neige. Ma première sortie ice swimming, donc on est parti nager à ce lac. Une très belle expérience. Toujours dans la logique de se familiariser avec le froid. Donc là c'est de la neige blanc, hein, c'est pas du sable. Bon, la qualité c'est de la qualité iPhone en live, donc c'est pas top. C'est un flou artistique. Voilà, en direct du lac du Bonheur, Montegual. Donc, je fais la vidéo avant parce qu'après c'est compliqué. Voilà, donc l'eau elle est à moins de 5 degrés. Voilà, et on est plusieurs, on va tous se mettre à l'eau et on va nager pour s'acclimater et s'entraîner au froid. Allez, à toutes. Donc là j'avais nagé 10 minutes. L'eau est à 4,8, j'avais nagé que 10 minutes. Et effectivement, on fait des vidéos avant, pas après, parce qu'après, on a ce qu'on appelle l'after drop, c'est-à-dire qu'en fait, on est en début, enfin, hypothermie plus ou moins légère, d'accord. Donc, on a des tremblements, etc. Et du coup, c'est compliqué de parler et de se rhabiller. Donc, derrière, il faut tout préparer, les habits pour se rhabiller rapidement, avec les collègues qui t'aident. On se baigne à tour de rôle pour la sécurité. Donc, c'est vraiment une découverte de l'eau froide qui était très intéressante par rapport au corps humain. On continue donc à se baigner dans l'eau froide. Garabi, hein, quand on est parti au championnat de France. Donc on est monté avec l'équipe de nageurs extrêmes à Vichy pour les premiers championnats de France d'ice swimming, de nage hivernale. On a fait quelques podiums. On a bien rigolé surtout. On a pris beaucoup de plaisir. Et également, j'étais toujours dans cette logique-là de me préparer au froid. Enfin, me préparer au froid. En fait, j'ai travaillé ma relation avec le froid. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs possibilités quand tu vas dans l'eau froide. D'ailleurs, essaye de faire une douche froide. Donc là, vous voyez, là, le lac à Garabi, je crois que c'était 1,9. Là, aujourd'hui, dans votre salle de bain, sous la douche, vous mettez que de l'eau froide. L'eau, je crois qu'elle est à 12 ou 14, quelque chose comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, pour comparer. Hein. Voilà. La relation avec le froid, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas dans l'eau froide, soit tu te protèges du froid, soit tu luttes contre le froid, soit tu évites le froid, d'accord? Tu as toujours une relation comme ça. Mais la meilleure relation que j'ai trouvée par rapport au froid, c'est d'accepter le froid. D'accord? Parce qu'on ne peut pas lutter contre le froid il est là. En tout cas, il est plus fort que toi. Donc la meilleure attitude à avoir par rapport au froid, c'est d'accepter le froid. Pas aller chercher de lutter, de se protéger, d'être plus fort que le froid, il faut accepter le froid. Et par rapport à toutes ces expériences-là, j'ai vraiment vu comment je nageais, ma technique de nage,
et la capacité que j'avais à rester de plus en plus longtemps par rapport au froid, à partir du moment où j'ai arrêté de me focaliser sur le froid. Parce que le froid, c'est que dans la tête, c'est comme le reste. Ça a été la phrase aussi de la préparation, c'est que dans la tête. Et effectivement, le froid, c'est dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, on a des terminaisons nerveuses au niveau, par exemple, de la main ou des bras, etc., qui envoient une information électrique au niveau du cerveau. D'accord ? Ça, en gros, et ton cerveau interprète que c'est froid, mais après, la décision que tu prends, c'est toi qui la prends en conscience, quoi. D'accord ? Et donc, c'est que de l'information, que de l'information. C'est juste toi après qui prends la décision ou pas de rester, de lutter, de partir, de ne pas le faire, etc. Tu t'amènes des excuses, une histoire, mais c'est que de l'information. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois on disait le froid, c'est dans la tête. Et ça nous a bien aidé. J'avais fait un stage pendant la préparation également, toujours par rapport au froid. J'avais testé l'approche Wim Hof. Donc Wim Hof, c'est le gars qui a plein de records en termes d'immersion en eau froide et de respiration, etc. Et donc là, très simplement, c'est de l'immersion dans de la glace, en fait. Donc là, on a une eau qui est à moins 0,4. Voilà, donc en fait, le concept il est simple, on prend une piscine hors sol, on la remplit de glaçons et de glace pilée, on la remplit d'eau et on se met dedans. Voilà. Donc là, on est mi-novembre, on est en région parisienne, et donc on fait un stage, donc on est plusieurs à tour de rôle, et on s'immerge là-dedans, quoi. Et on fait deux passages. C'est-à-dire qu'en fait, là, du coup, moi je passe le premier. Je vais rester, je crois 15-30 secondes, pas longtemps. Je sors de l'eau, et je sors de l'eau mouillée. Tout le monde passe, et après on repasse un tour. Et donc le plus dur, c'était pas quand tu es dedans, parce que quand tu es dans l'eau froide comme ça, tu es trop bien en fait. Hein. Et tu as même plus chaud que ceux qui sont dehors avec le vent et la pluie et qui se refroidissent. Et vraiment aussi, donc toujours pareil, dépasser des concepts, des limites, des croyances limitantes par rapport au froid. Et ça, c'était génial. Et juste pour information, par rapport au froid et la relation qu'on peut avoir avec le système immunitaire. Donc le système immunitaire, on vous a toujours dit qu'en fait, il faut éviter d'attraper froid. Sauf que j'ai jamais été malade pendant toute ma préparation, alors que j'étais de longue en t-shirt, en maillot mouillé dans de l'eau très froide. Et l'eau froide, c'est un très bon booster pour le système immunitaire. Et c'est très, très reconnu par rapport à ça. Ensuite, comme j'avais que 9 mois de préparation, j'étais obligé de faire du spécifique et de faire un peu de forcer les choses. Et on m'avait dit, te pose pas trop de questions. Non, on m'avait dit de ne pas nager en mer quand l'eau est en dessous de 12 degrés. Voilà. Sauf que moi, je voulais nager en mer, même quand elle était froide. Donc du coup, en fait, pendant les 9 mois de préparation, j'ai nagé, je crois que 2 ou 3 fois en piscine. Sinon, j'ai tout fait en milieu naturel, parce que je voulais que mon corps s'adapte. Il n'y a pas de magie, hein. Tu mets ton corps dans un environnement n'importe quel, il s'adapte à force. C'est le principe de l'évolution de l'être humain, c'est en fait, soit par rapport à l'environnement, tu t'adaptes, soit si tu ne t'adaptes pas, tu finis mal. Hein. Donc voilà, entraînement en mer, peu importe les conditions, pareil. Donc je nageais beaucoup. Après, à partir de janvier, j'habitais à Carnon. J'ai un appartement qui était en première ligne sur la plage. Ça a été très, très pratique parce que le problème, une fois qu'on nage dans l'eau froide, après il faut revenir. Et donc quand tu as la voiture, après tu ne peux pas conduire de suite, tu as froid, il faut récupérer la motricité. Là, pour vous donner un ordre d'idée, je nageais 10 km dans une eau qui était à 9,5 degrés, donc à moins de 10 degrés. D'accord ? Donc 10 km, pardon. 10 km, c'est ça. Donc 10 km, ça fait à peu près 3 heures, un peu plus même, voilà, dans une eau qui est à moins de 10 degrés. Pour les ravitaillements, par exemple, donc je prenais des gels, comme on a les sportifs. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, avec le froid, on perd la motricité. Et donc, du coup, j'arrivais même pas à prendre mon gel, à ouvrir le gel tellement que j'avais perdu la motricité. Donc, souvent, je faisais des ravitaillements fantômes. Je ne m'arrêtais pas. Parce qu'en fait, c'était hyper compliqué. À partir du moment où on s'arrête, le froid, il arrive d'un coup. C'est-à-dire que là, quand je nage, je mets en mode automatique, ce qu'on appelle état modifié de conscience. Je suis dans mon truc, je ne sens plus le froid, la douleur, etc. Je plane. Et après, dès que je dois réfléchir à mon ravitaillement, faut que je découpe, etc. Du coup, je refais venir la conscience, et là, le froid, il revient de suite, et il faut que ça aille très vite. Sinon, je ne repars pas. Donc, ça, c'est les conséquences de nager en mer, et quand on oublie de mettre la vaseline.
ou la graisse, d'accord? Donc ça, c'est des brûlures liées au frottement. La manche, j'ai fait à peu près 45 ou 47 000 coups de bras, d'accord? Donc vous imaginez sur le plan mécanique les frottements que ça peut créer au niveau de la peau contre la peau au milieu de l'eau salée. Et des fois, les entraînements étaient tellement durs parce que j'ai eu des caps à faire de nage. C'était très compliqué, je me mettais dedans, je me conditionnais. Et des fois, je partais. Et donc, en fait, je devais nager par exemple, je sais pas, 2 heures. Et au bout de 15 minutes, je me rendais compte que j'avais oublié la vaseline et que j'allais avoir ça, des brûlures. Et les brûlures, en gros, tu mets 3-4 jours à récupérer physiologiquement. Mais moi, ce que je voulais, donc là, j'avais deux possibilités quand je nage et que je me rends compte que j'ai une brûlure. Soit je fais demi-tour, je me dis bon, c'est pas grave, je sors, je me mets la vaseline et je rentre, sauf que ça, c'est impossible de ressortir de l'eau puis de rentrer, enfin, c'était impossible. Rien n'est impossible, mais je ne me sentais pas de le faire. Je savais très bien que j'allais bâcher, donc soit j'arrête mon entraînement, j'abandonne parce que j'ai une excuse, ou soit malgré la douleur et autres, ben, je continue. Et dans 90% des cas, j'ai continué. Même si je savais que derrière, je ne pourrais pas nager comme je veux parce que je serais blessé, je voulais juste favoriser les connexions au niveau du cerveau, à, malgré les excuses, continuer à nager. C'est comme quand j'étais enfant, je regardais sur Canal+, l'émission Sa Cartoon, le dessin animé. Et il y avait un dessin animé avec Tom et Jerry. Et Tom et Jerry, et des fois, il y avait d'un côté l'ange, et de l'autre côté le démon. Et là, c'était pareil. C'est-à-dire que quand je nageais, j'avais une voix dans ma tête qui me disait « Vas-y, continue, tu peux le faire, etc. » Et puis l'autre qui me disait « Non, mais c'est bon, abandonne, tu feras mieux demain, etc. » qui t'incite à bâcher ou abandonner. Et du coup, je voulais plus favoriser la voix qui me disait de continuer et de ne pas me trouver des excuses que celle qui me donnait des excuses à abandonner. Et au final, la voix qui me donnait des excuses et qui me forçait à abandonner ou à être moins performant, à la fin, je ne l'entendais plus. Elle était encore là, elle continuait à parler, mais elle savait très bien que dans tous les cas, je ne l'écoutais pas. Donc, elle est partie en dépression et en burn-out quelques semaines après. Ça, c'était l'attaque du poulpe. Je me suis fait attaquer par un calamar géant. Non, blessure. Ça a été un moment clé de la préparation. Donc une blessure qui arrive, forcément, on va dire que c'est normal. À force de nager beaucoup, tu te blesses. Okay. C'est une blessure qui arrivait à un moment particulier quand j'ai voulu nager plus vite. Donc à partir du moment où je ne me suis pas respecté dans ma vitesse, et comme je sentais que je me suis dit, non, pour traverser la Manche, il faut que tu nages plus vite. J'ai commencé à forcer plus aux entraînements, à relancer, à accélérer. Et du coup, est apparue cette blessure-là à l'épaule. Un très grand moment du coup, de lâcher prise. De toute façon, tu n'as pas le choix, tu es blessé, donc tu ne peux plus nager. Ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris notamment à prendre soin de moi. C'était pas évident. Et du coup, quand tu es coincé et que tu es comme ça, tu n'as pas le choix. Soit tu prends soin de toi et tu te donnes assez d'énergie, de temps et d'amour pour te refaire la cerise, ou soit tu te dis c'est pas grave, je suis blessé, j'arrête et puis voilà quoi. Et du coup pendant 3 semaines à peu près, 3 grosses semaines, j'ai pas pu nager. Et quand tu es à 45 jours de ton échéance, du coup ça plombe un peu la prépa physique, mais du coup la prépa mentale était mieux. Ce qui m'a beaucoup aidé également par rapport à cette blessure là, c'est Avenger, donc je regarde Avenger et je me suis dit mais effectivement c'est normal. Regarde, quand tu regardes un film, par exemple Avenger, le super-héros qu'il y a dans le film, au début c'est le plus fort, tout va bien, et après s'il gagne direct les méchants, et du coup le film s'arrête, ça dure 5 minutes. Ça se passe pas comme ça. Dans le film, au début tout va bien, il est super bon, et puis au final qu'est-ce qui se passe? Il y a un méchant qui arrive, il se fait défoncer, il est au fond du seau, il est en dépression, et après il revient, il se reconstruit, il revient encore plus fort et il gagne. Voilà. Et donc là j'étais dans cette philosophie-là de me dire, bon dans tous les cas, je suis au fond là, je peux rien faire d'autre, à part accepter et me refaire. Et je sais que c'est comme si on traverse un tunnel. En fait, je ne vois pas où est la sortie, mais je sais que quand je vais revenir, ça va faire mal. Donc un très grand moment effectivement. Et puis aussi d'être suivi par un kiné. Non, ça paraît logique quand tu fais du sport comme ça régulièrement, etc. Sauf que moi, du coup, je n'avais pas fait le choix de me faire suivre par un kiné. Et là, du coup, je pense que c'était nécessaire et donc j'ai été suivi par un kiné jusqu'à quasiment la fin, jusqu'à mi-juin. Voilà, donc là, c'est au niveau de ma préparation, on est ici. Donc on est 1 mois et demi, 2 mois
avant la traversée de la Manche. Et donc toute la période qui est en rouge, c'est la période où j'ai pas pu nager à cause de ma blessure. Et vraiment, j'ai pensé à abandonner plusieurs fois dans cette période-là parce que du coup, je ne pouvais plus suivre la préparation qui était planifiée. Hein. Le coach, il m'avait dit, en gros, telle semaine tu dois nager ça, telle semaine tu dois nager ça. Et là, j'étais complètement à côté de ma planification. Et donc, je me suis dit, tiens, si je ne suis plus ma planification, ce qui est prévu, du coup, je ne pourrais pas atteindre mon objectif. D'accord ? Sauf que j'ai fait un peu des mathématiques à l'école et j'ai appris que 4 plus 4, ça faisait 8. 2 plus 2, 2 plus 2 plus 2, ça fait 8 également. 7 plus 1, ça fait 8. Et qu'en fait, il y a plusieurs chemins pour arriver au même endroit. Et l'important, du coup, ce n'est pas l'endroit où tu arrives, c'est le chemin et comment tu y vas. Donc, pour finaliser mon approche, enfin ma participation à la traversée de la Manche, il fallait que je valide le test des 6 heures. Donc, si je n'avais pas ce test de 6 heures, je ne pouvais pas prétendre à traverser la Manche. Le premier test, j'ai abandonné. Ça la fout mal pour un coach. J'ai abandonné parce que j'avais ma blessure à l'épaule. Alors j'aurais pu aller au bout de ces 6 heures-là, sauf que je savais que j'allais le payer très cher au niveau de l'épaule. Et je me disais, 2 mois et demi avant l'échéance, c'est pas non plus une bonne idée de se faire mal et je vais mettre plus de temps. Donc le premier test de 6 heures, j'ai fait 3h15 et puis je suis sorti de l'eau. Je demandais au coach, est-ce qu'il y aura un autre test? Il m'a dit oui, il y aura un autre test dans 3 semaines. Et du coup, 3 semaines après, je réussis le test. Donc là, on voit encore sur mon épaule, j'ai les bandes, les straps du kiné là, qui m'ont permis de tenir. Et la préparation que j'ai vécue, ça a été faite de pics. D'accord? Donc au niveau de la planification, j'avais des pics à réaliser. Et là, j'ai relu un peu les retranscriptions hier et avant-hier. Et en fait, au début, c'était début février, mon pic c'était 8 km. Je devais faire 8 km dans la semaine. Et j'y arrivais pas. Je vais remettre le... Voilà. Donc, on imagine que par exemple, en février, la semaine du 11 au 17, je devais faire une fois 8 km. Sauf que les fois où j'essaye, j'arrive pas, j'abandonne. Hein, voilà. Pour X raisons, j'abandonne. Mais tant que je ne l'avais pas fait, je le retentais à chaque fois. Donc, ça m'a appris qu'on n'est pas obligé de réussir directement tout ce qu'on commence du premier coup. D'accord? Mais l'important, c'est de répéter les essais jusqu'à réussir. Et des fois, dans la semaine, je faisais 2 pics. Parce que je faisais le pic de la semaine dernière, plus le pic de la semaine là. J'ai mis, je crois, 2 semaines pour passer le pic des 8 km. Une fois que j'ai eu mon pic de 8 km, je crois que je l'ai fait le lundi ou le mardi. Le samedi, je faisais mon pic de 10 km. Aussi facilement que le 8. Parce que dans ma tête, j'avais dépassé une barrière dans laquelle je me disais, le 8, c'est trop dur, je ne vais pas y arriver. Et une fois que je suis arrivé, du coup, ça m'a ouvert des portes. Et après, j'ai fait 10, j'ai fait 12 plus facilement. Quoi. Voilà. Et donc, c'était une bonne expérience d'échouer sur ces pics-là. Parce que du coup, ça a permis de travailler sur la persévérance. Et sur le fait qu'effectivement, tant que tu n'as pas réussi ton pic, tu le retentes jusqu'à réussir. Là, le dernier pic de ma préparation, pour être honnête, là, j'en avais vraiment marre de nager. En fait, ça fait comme une pyramide, d'accord? Et donc, là, le dernier pic, c'était 25 km, 2554 mètres. Donc, 25 km, ça fait, combien j'avais fait? C'est pas marqué là, c'est 8 heures de nage. Là, à chaque fois que je nageais, donc là, je suis resté 8 heures dans l'eau, donc je crois qu'on avait commencé à 9 h du matin, on a fini à 17 h, non-stop, à nager, pour donner l'idée. Et avant ça, je faisais 6 km à chaque fois. 6 km, ça faisait à peu près 2 heures. D'accord? Et à chaque fois, c'était des longues sorties. Et moi, du coup, j'avais plein de trucs à faire chez moi, dans ma vie, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? C'est hyper long, c'était hyper compliqué. Ça demandait beaucoup d'investissement en termes de temps et d'énergie. Et là, j'étais vraiment content d'arriver à ces 25 km. Parce qu'au final, après, de ce 25 km qui était, on va dire, l'apothéose en termes de volume, jusqu'à la Manche, c'était cool. C'était plus souple. Et là, physiquement, j'avais des courbatures tous les jours, ça me réveillait la nuit, j'avais mal aux bras, j'avais mal aux épaules, j'avais mal aux jambes. Je dormais mal parce qu'en fait, je dormais dans un clic-clac depuis janvier et j'avais le dos qui était explosé. Et
j'étais vraiment physiquement, j'étais vraiment pas au top, quoi. Pas au top, mais j'étais content d'en arriver là, parce que je savais qu'après derrière, ça allait être plus léger et j'allais pouvoir récupérer. Donc voilà, là c'était le dernier week-end, enfin le premier week-end pardon, de juin, où on a fait ce pic de 25 km. Et après derrière, il me restait en gros 3 semaines pour récupérer avant la Manche. Alors pour récupérer, je continue quand même à nager, mais ce qui était intéressant de voir du coup, c'est qu'en fait, dans ma tête, à un moment donné, même je le marque dans les retranscriptions, c'est que je dis, ben, en fait, je crois que j'ai trop lâché prise. Là, il faut que je ne suis plus dedans en fait, parce qu'en fait, je me sentais tellement prêt, dans ma tête, au final, que je me dis, ben, en fait, ça ne sert plus à rien que je me prépare. Parce que plus tu te prépares, moins tu te sens prêt. Quand tu es prêt, tu as besoin de te préparer, quoi. Et c'était rigolo parce qu'une fois, dans cette période-là, il y a un kiné qui m'a contacté. Enfin, un kiné qui, je ne sais pas s'il est un kiné officiel, mais bon, il fait un peu tout, quoi, apparemment. Et il me contacte, il me dit, voilà, je vous ai suivi, j'ai vu ce que vous faites. Il faudrait que vous preniez de l'extrait de jus de grenade, que vous fassiez un tube de térébenthine. Enfin, je n'ai pas tout compris. Enfin, il y avait plein de choses à faire. Et je dis, mais moi, je ne vais pas faire tout ça, je n'ai pas besoin de tous ces accessoires à l'extérieur. Je suis déjà prêt, je n'ai pas besoin de continuer à me préparer. Et au final, la dernière période, c'était quand même dans le lâcher prise et je nageais que quand j'avais envie pour le plaisir. Je n'avais pas envie de me dire, il faut que je me force à nager pour ma préparation. Parce que l'important, ce n'était pas de nager, ce n'était pas de me dire, l'important, ce n'était pas ce que tu fais, c'est qui tu es quand tu le fais. Donc au final, je préférais me dire, je préfère rester 1 heure chez moi à regarder la télé, à me dire, je suis bien dans ma tête, je suis prêt, que de me forcer à aller nager en me disant mais je ne suis pas encore prêt, il faut que j'aille nager. Et d'être dans la peur de l'échec. Voilà. Bon, du coup, j'étais dans l'expérimentation, donc j'expérimente des trucs. Pour moi, ça a marché. La première fois que je traversais la Manche, j'ai mis 9 minutes avec Ryanair. Donc là, on voyait, bon, du coup, comme c'est Ryanair, il ne nettoie pas les vitres, c'est pas qu'on paye moins cher, donc l'image, elle n'est pas top déjà. À droite, on voit les côtes françaises et un peu sous les nuages, à gauche, on voit l'Angleterre. Et je me rappelle m'être dit, en fait, c'est juste ça. C'est la Manche. J'avais jamais vu la Manche. Et je me suis dit, en fait, c'est juste ça, il faut juste traverser ça, quoi. Ça paraît moins compliqué que je m'étais fait un film dans ma tête. Et en même temps, c'est normal, vu que quand on prend de la hauteur, ben, les problèmes ils semblent moins insurmontables. Et puis, du coup, on arrive en Angleterre, quoi. Donc, pour ceux qui ont suivi sur Facebook les aventures en Angleterre. Donc, normalement, tout devait bien se passer quand on arrive en Angleterre. Et au final, ce n'était pas tout à fait ce qui s'est passé. Donc, on arrive en Angleterre avec tout le staff technique, parce que forcément, pour faire ça la Manche, il faut beaucoup de monde. Donc, on arrive juste avec Cindy. J'avais réservé un hôtel pour donner, bon, je ne vais pas tout raconter ce qui s'est passé. On va mettre un peu de short en time. Mais en gros, on avait réservé par exemple un hôtel sur Booking. Et au final, on arrive, c'était un truc miteux, mais tout délabré. Ça sentait le moisi, il y avait de la poussière de partout. Voilà. Donc, du coup, au lieu d'arriver en Angleterre, de me mettre dans mon cocon, d'accord, d'être protégé, privilégié, qu'on fasse des trucs à ma place, etc. Et bien, du coup, je me retrouvais à faire tout par moi-même. Et en même temps, c'était ça que je voulais, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu es fort là-dedans, tu n'as pas besoin d'assistance ou d'aide ou autre chose, vu que tu peux le faire par toi-même. Et si tu es trop protégé, trop privilégié, et bien, du coup, tu perds cet espace-là dans lequel tu peux exprimer ton potentiel. Voilà. Et en fait, ben, du coup, je crois que avant de nager, je suis avec Booking au téléphone pour négocier le remboursement du truc. On est parti, il y avait 1 kilomètre entre l'hôtel et la marina. Et donc, quand on va à la marina pour traverser la Manche, on avait une grosse valise à roulettes avec tout le ravitaillement qui était dedans. On avait 3 packs d'eau, on était deux à les porter. Moi, on avait une valise à roulettes, donc ça a aidé. Sauf que la valise à roulettes, elle s'est cassée au bout de 50 mètres. Et donc, il n'y avait plus de roulettes. Et donc, on a été obligé de porter. Enfin, ça a été... Moi, je suis arrivé au bateau, j'étais fatigué. Je me suis dit, mais là, je ne vais pas nager, c'est pas possible. J'ai plus de bras, j'ai mal au dos. Et au final, ça passe. L'attente. Ça a duré... En fait, c'est le pilote du bateau qui te dit quand est-ce que tu peux traverser. C'est lui qui décide en fonction de la fenêtre météo. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas traverser alors que mes copains y traversaient. Et donc, quasiment tous les jours,
j'ai envoyé un message, j'ai dit mais est-ce qu'aujourd'hui je peux traverser? Et demain? Il me disait je sais pas, faut voir la fenêtre météo, etc. Et donc c'était un peu l'expérience du lion en cage. J'étais prêt, je voulais le faire parce que là fallait que ça sorte, là fallait le faire maintenant. Et en même temps j'étais très frustré parce que du coup c'est pas moi qui avais les clés à main. Et en même temps c'était parfait parce que je serais parti direct, autant je serais pas arrivé, il y avait trop de courant et autres. Et donc là, on est 4 Français à être à Douvres, à attendre pour traverser. Il y en a, sur les 4, il y en a 3 qui partent la nuit à entre 1h et 2h du matin. Et moi, en fait, je pars pas. Le pilote me dit non, tu pars pas, c'est pas les bonnes conditions, il y a trop de vent, etc. Donc j'étais dans l'incompréhension, j'étais un peu dégoûté. Et après, il me dit qu'on part dans l'après-midi. Voilà, donc ça y est, la vidéo. Je vais vous faire écouter un peu mon niveau d'anglais pour comprendre un peu le... Donc là, il est 8h15 là, on est au petit-déj, et je viens de recevoir un message du pilote. Donc il est marqué "We go today, please clear the boat for 1:15 this afternoon." Pas le défi quoi. Donc on y va aujourd'hui. Nous irons aujourd'hui, si vous voulez, sur le bateau à 13h15 quoi. Voilà. Donc départ après-midi, ça veut dire que si je mets alors, c'est très peu de bateau, tant qu'on passe les briefings, etc. Le briefing plutôt. Je pense que je vais partir entre 14 et 15 heures. Si au plus tard je pars à 15 heures, et que je nage 15 heures, ça me fait arriver à 30 heures. 30 heures de matin, comme ça, c'est 6 heures du matin. 6 heures du matin, en France. Voilà, donc ça fait bien nager. Voilà. Bon, mais on va se préparer. Et ça, en fait, c'était pas le plan. Enfin, moi, dans mes exercices de visualisation, j'avais fait comme tous les autres ils avaient fait, quasiment la majorité, c'est-à-dire qu'on part de nuit vers 1h, 2h, et puis après, tu arrives en fin d'après-midi. Donc moi, je m'étais préparé à nager en me disant, voilà, bon, je pars de nuit, et bon, ça va aller, ça va se lever, et puis au fur et à mesure, je finis l'après-midi, c'est cool. Et là, en fait, c'était l'effet inverse. C'est-à-dire qu'en fait, je partais de jour, puis plus ça allait, plus j'allais m'enfoncer dans la pénombre et traverser la nuit. Et du coup, c'est quand même une belle expérience. Mais ce n'était pas le plan. Alors, le ravito, donc c'est quand même hyper important. Donc ça, on a fait ça dans l'hôtel, comme on a pu, hein, ça date. Donc là, j'avais fait une compote. On va dire c'est une compote parce qu'on va rester poli. Hein. C'est une compote qui était hyper calorique parce que dedans, il y avait de la purée d'amande complète. Il y avait de la banane, il y avait du miel et de la graisse de coco. Tout ça mélangé. L'idée, en fait, c'est de prendre le maximum de calories le plus vite possible. Parce qu'en fait, comme tu te ravitailles en nageant, plus ou moins, on avait prévu de la pâte d'amande. Ben, j'en ai pris qu'une et après, j'ai pas pu la manger, en fait, parce qu'on n'a pas le temps de mâcher, d'avaler, enfin, c'est hyper compliqué. Et pour vous dire, en gros, le ravitaillement, ça a pris en gros 30 secondes à chaque ravitaillement. Donc le plan pour le ravitaillement, c'était toutes les 45 minutes, je m'arrête, 30 secondes pour prendre le maximum de calories et continuer à nager. Et on avait dit, les premières 6 heures, on fait toutes les 45 minutes et après on passe toutes les 30 minutes. Pourquoi? Moi j'ai pas compris. Pourquoi? Mais tout le monde nous a dit de faire ça, donc on a fait comme ça. Et au final, on avait programmé notre fatigue. Et au final, en fait, on est resté à 45 parce que j'en avais marre de manger. Parce que vu que je m'entraînais à chaque fois à la limite de l'hypoglycémie en prenant très peu de gel, à la fin, j'étais écœuré de manger. J'avais plus faim, arrête. Donc on me forçait à manger. Mais voilà, c'était une belle expérience. Et au final, ce qui était drôle aussi, c'était que j'étais hyper impatient de partir. Donc là, t'es bouillant, je veux y aller. Et puis quand le pilote t'appelle et te dit bon, mais c'est maintenant, ben, du coup, t'es moins pressé. Tu dis est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai tout, ça met un coup de pression supplémentaire. Mais bon, du coup, nous, quand même, la pression, on l'a bu. Donc ça, c'est juste avant de partir. Je me mets dans ma bulle parce que du coup, j'ai compris que j'allais nager toute la nuit, donc j'allais faire nuit blanche. Je ne sais pas combien de temps je vais partir nager, mais du coup, je sais que je vais mettre en gros dans les 15 heures, voire plus. Et du coup, je vais essayer de dormir, donc c'est impossible de dormir avant. Hein. Voilà. Donc du coup, j'essaie de me mettre dans ma bulle, de visualiser, mettre en place un peu mes routines que j'avais préparées
pour être, on va dire, au top et être efficace rapidement. Alors, là, on est parti, on est sur le bateau, et donc il y a le pilote, et après l'arbitre qui est en rouge, qui nous explique un peu ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire, comment on peut le faire, etc. Donc très simplement, je la fais courte, on n'a pas le droit de toucher le bateau, donc j'ai pas le droit de toucher le bateau, j'ai pas le droit de me tenir à quelque chose qui flotte, pour me ravitailler, donc je suis obligé tout le temps de nager. Le départ, il faut que je sorte complètement de l'eau, et l'arrivée pareil. Il m'explique qu'il y a 4 possibilités pour l'arrivée. Soit c'est du sable, et du coup je peux sortir sur la plage, je me mets debout. Soit c'est de la falaise, je touche la falaise et je fais demi-tour. Soit c'est des rochers, je dois me mettre debout sur les rochers. Et le 4e, c'est cabriner, c'est un cas particulier. Voilà. Il m'explique également, là, sur le plan, qu'en fait, il y a énormément de courant, avec la ligne droite, c'est pas possible. Et du coup, il faut que je nage vite. Et là, il me met grave la pression, en fait. Et en plus, il me dit, et les ravitaillements, de ce que je comprends, parce que vous avez vu mon niveau en anglais, de ce que je comprends, il me dit, les ravitaillements, vous les prenez vite? Je dis, ah oui, on les prend vite, c'est moins d'une minute les ravitaillements. On s'est entraîné, on fait moins d'une minute. Et il rigole. Il me dit, non, mais c'est 30 secondes max, des fois ça sera 15 secondes, et des fois, quand il y a trop de courant, il n'y aura pas de ravitaillement. Voilà, donc du coup, ça met un coup de pression sur ce qu'on avait prévu. Il me met la pression également en me disant, si tu nages pas assez vite et que tu fais trop dériver, et du coup, tu ne pourras pas revenir au cabrinet, tu vas être obligé d'aller à Calais, tu remonteras au niveau de Calais. Au niveau du port, c'est compliqué, il faudra aller encore plus loin. Et bref, on part dans un truc, on n'est pas arrivé, quoi. Et puis en même temps, sur les réseaux sociaux, j'apprends que sur les 3 Français qui sont partis ce matin, il y en a 2 qui ont abandonné et j'ai pas de nouvelles du 3e. D'accord? Donc ça me met la pression en plus. Surtout que dans ceux qui ont abandonné, il y a Julien Codevel qui est vice-champion de France de 25 km. Donc c'est-à-dire que moi, le 25 km qu'on a fait, là, le pic, là, que j'ai fait tranquille à la maison en 8 heures, lui, il a fait les championnats de France de natation en eau libre pour les faire, il fait vice-champion de France. C'est pas un touriste, quoi. Et le mec, donc, il nage plus vite que moi, c'est sûr. Sauf que lui, il n'y arrive pas. Donc moi, déjà dans ma tête, impuissance apprise, enfin conditionnée, du coup, je me dis, lui, il est plus fort que moi, il n'y arrive pas. Moi, derrière, j'y suis, je vais le faire, hein, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Voilà, la classe. Et celle-là, on en reconnaît sur les réseaux, elle est pas mal aussi. Hein. Ça, c'est le départ. Donc, j'avais mis des gants pour m'induire de graisse, donc graisse à traire. Donc, habituellement, je mettais de la graisse qu'au niveau des articulations, sous les bras, autour du cou, entre les jambes, etc. Donc, toutes les zones de frottement, pour éviter les brûlures. Et il y en avait également qui mettaient de la graisse pour se protéger du froid. Donc, le fait de mettre de la graisse un peu partout, ça protège du froid. Moi, je ne voulais pas me protéger du froid, au contraire, je voulais m'exposer au froid. Donc, pendant mes entraînements et pendant tous les pics, je mettais que sous les articulations. Et le jour J, je me suis dit, bon, ben là, il faut quand même le faire. Parce que je pense que si je ne le fais pas et que j'ai froid, je regretterais de ne pas l'avoir fait. Et donc, du coup, j'en ai mis quand même. Donc là, c'est le départ. Donc, il y a à peu près 20 minutes de bateau pour aller sur la plage, là où il y a le départ. Et 10 minutes avant, le pilote t'annonce, c'est l'heure du départ, allez, mets-toi en maillot, c'est parti, quoi. Et donc là, t'es vraiment dedans. Et donc là, bon, on est parti sur la plage. Donc là, je pars du bateau, je dois nager jusqu'à la plage, je dois sortir de l'eau, me mettre les pieds à sec sur la plage, lever les bras, le bateau donne un coup de corne de brume, et après, du coup, c'est parti, et ça part de là. Voilà. Et pour l'arrivée, c'est pareil, il faut que je sorte complètement de l'eau. Première partie de ma traversée, 4 km. Non, les premiers 10 km, pardon, les premières 4 heures, les premiers 10 km, c'était vraiment l'enfer. Donc je m'étais vraiment préparé psychologiquement, mais j'ai vécu un enfer dans le sens où les 10 premiers kilomètres, j'ai eu que des pensées négatives. J'ai pensé à abandonner plusieurs fois. Je me suis dit, bon, je ne vais pas abandonner maintenant de suite. Là, j'ai fait le trajet, tout ça. J'ai nagé 8 heures en Méditerranée. Je vais faire 8 heures dans la Manche, après j'arrêterai, quoi. Sans les autres sont abandonnés, donc je suis passé après, quoi. Et donc, le paradoxe, et après je me disais, mais quand même, t'es coach, machin, tu parles de prépa mentale et tout, et t'as des pensées comme ça, c'est pas possible, quoi. Et j'étais vraiment pas bien. Et pourquoi? Parce que du coup, j'avais vraiment eu un gros coup de pression avant, et donc du coup, je nageais plus vite que la vitesse habituelle.
Au bout de 30 minutes, j'ai eu mal à mon épaule à laquelle j'étais blessé. Et donc là, je me suis dit, bah, ça va être quand même long. J'avais aucun repère. C'est-à-dire qu'en fait, je nageais, mais je ne savais pas si j'étais dans la bonne direction, si je nageais à la bonne vitesse, à la bonne allure. Je demandais à Cindy qui était sur le bateau, elle me disait oui, c'est bien, continue, mais je ne savais pas si c'était vrai ou pas vrai, si c'était pour me faire plaisir, pour m'encourager. Donc voilà. Et au final, au bout des 10 km, on avait assez de recul pour savoir si c'était bien ce que je faisais ou pas. Le pilote et l'arbitre me disent allez, c'est génial, continue, c'est bien comme ça. Et donc du coup, je dis bon, mais si c'est bien, je vais quand même continuer. Donne-moi 2 Nurofen pour l'épaule et je finis. Et du coup, à partir de là, j'ai su que j'allais aller jusqu'au bout. Voilà. Je me suis fait des copines pendant la traversée, donc les méduses. Des méduses, alors, on voit le pilote 2-3 jours avant, et on lui demande est-ce qu'il y a des méduses? Il me dit non, il n'y a pas de méduses, je n'en ai pas vu une. Bon, après, je sais pas, elles sont arrivées en 2-3 jours, elles sont arrivées toutes d'un coup, je sais pas. Et donc, du coup, j'ai eu des méduses du début jusqu'à la fin, par banc. C'est-à-dire qu'en fait, à Palavas, quand je nage et que je croise des méduses, il y en a une par-ci, une par-là, je peux les éviter. Là, c'était pas possible. Mais c'était hyper joli. Il y avait différentes tailles de méduses, différentes formes, différentes espèces, différentes couleurs. C'était vraiment hyper joli. Et donc, bien sûr, quelques brûlures. Je dis entre 10 et 15, mais en fait, j'en sais rien parce que j'ai arrêté de compter à partir de 7. Ça ne sert plus à rien après. Mais c'est dans la tête aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une brûlure, quoi. C'est un signal électrique qui arrive. Et comme dans Matrix, il dit au début, tu essaieras de les éviter, puis quand tu seras prêt, tu ne les sentiras plus, quoi. Et c'était ça. Après, j'ai arrêté de compter, parce que plus je comptais, plus j'entretenais le passé, la mémoire et du coup les brûlures. Et quand j'ai arrêté de compter, ben après, j'en sais rien de ce qui s'est passé, quoi. Autant je me suis brûlé plein de fois, autant plus, mais en tout cas, j'en ai vu tout le long. Donc là, on arrive en fin d'après-midi et je commence vraiment à me dire bon, mais là du coup on va nager de nuit, quoi. on va y aller nager de nuit avec les méduses. Là, j'ai installé au niveau de ma tête deux lampes, 2 flashs pour que au niveau de la sécurité, au niveau du bateau, on puisse me suivre. Sur le trajet, on croise des ferries, hein, pas de porte-conteneurs, mais exclusivement des ferries. C'était de bonne compagnie. Ça permettait de rythmer également. Et ah oui, et ce qui m'a permis également de tenir quand je nageais, c'est de me dire en fait, il y a 45 minutes entre chaque ravitaillement. Et donc 45 minutes, par rapport à tout ce que j'ai nagé dans ma préparation, 45 minutes c'est rien. Et au final, on avait calculé qu'il fallait à peu près 20 ravitaillements, quelque chose comme ça. Et donc si on fait 20 ravitaillements de 45 minutes, et vu que 45 minutes c'est rien, 20 fois 0, bah, ça fait 0. Et donc au final, tu fais rien, quoi. Et en fait, j'ai fait une boucle temporelle de 45 minutes que j'ai répétée. Et 45 minutes, c'est rien. Et au final, toutes les 45 minutes, je faisais la même routine mentale. Et donc, le plus dur, c'est de s'arrêter au bateau, de prendre le ravitaillement, on se refroidit, et après, il faut repartir nager. Et donc, le plus dur, c'était ça. Donc, le plus dur, je commençais à passer à mes enfants. Et je disais, un coup de bras, bon, c'est rien. Donc, j'ai fait un coup de bras pour Evan, un coup de bras pour Angela, et j'enchaînais comme ça au début pour me remotiver. Parce que tu peux quand même faire un coup de bras pour tes enfants, quand même, c'est pas grâce après, quoi. Et donc, je partais là-dessus. Et après, je basculais, je me disais, à chaque coup de bras, et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et je me répétais ça en boucle. Et ça marchait, un truc de fou. La théorie, tu te dis, bah, c'est normal, ça marche. Mais quand tu le fais et que tu sens que ça marche, c'est un truc de fou. Et donc, ça marchait. Après, je me visualisais mon arrivée. Et là, je me projetais, en fait, en ligne droite, en face, sur la plage. Et je visualisais ça. Après, je visualisais des bons moments avec les copains et autres, etc. Je pensais à ça. Et je pensais également aussi, et je faisais un moment de nage en pleine conscience, dans l'instant présent. Et ça, c'est super important, parce qu'au final, seul le présent existe. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Et donc, au final, quand tu nages dans l'instant présent, vu que le passé n'existe plus, ben, tu n'as plus la fatigue que tu as accumulée. Elle n'existe plus, vu que elle est passée. Et ce qui fait que le passé existe, c'est la mémoire. Donc si tu penses à ce que tu as déjà fait, tu traînes tout ça, mais si tu penses à ce que tu es en train de faire, tu l'as plus. C'est des expériences mentales. La nage de nuit. La nage de nuit, voilà. Donc je me retrouve presque tout nu, au milieu de la Manche, en pleine nuit,
avec des lumières qui clignotent. Et par rapport aux peurs que j'avais quand je nage, que je vois pas le fond et les poissons, je me dis, mais là quand même, je suis quand même un bon appât. Hein, parce que déjà, les poissons ils sont attirés par la lumière. Je pense qu'on ne doit pas être nombreux à nager comme ça autour. Donc, je suis un bon appât. Et en même temps, donc, ces images-là, elles ont touché beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, au fait de nager de nuit, que les gens ont suivi, qui s'inquiétaient, etc. Ça a cristallisé beaucoup d'angoisse au niveau des gens. Et en même temps, c'est normal, vu qu'en fait, on ne voit rien. Donc, ça laisse la place à l'imaginaire et au pire qui pourrait arriver. Et je me suis jamais senti aussi libre que là-dedans. Parce qu'au final, toutes les peurs qu'on peut avoir là, quand tu es capable de le faire malgré tout ça, les peurs que tu peux avoir, elles ne te bloquent plus, enfin, elles n'existent plus, elles n'ont plus d'emprise. Et au final, il n'y a rien qui t'arrête. Il n'y a plus aucune peur qui peut t'arrêter. Et c'était vraiment génial. Alors qu'au final, j'aurais pu être effrayé, être en boule, etc. autour de toutes ces peurs-là. Mais le fait de continuer malgré ces peurs-là, l'absence de peur, c'est fou, quoi. Donc un grand moment de liberté et de vie là-dedans, alors que ça aurait pu être un enfer, quoi. En même temps, peut-être c'est lié. Donc l'orage qui arrive, ça c'était ma pire crainte. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas conditionné pour abandonner, donc je savais que je n'allais pas abandonner, quoi qu'il se passait. Moi, ce que j'avais peur, c'est que l'arbitre ou le pilote me dise, là, il faut arrêter parce qu'il y a trop de courant, il n'y a plus les bonnes conditions, tu ne vas pas assez vite, etc. J'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à l'orage. Et donc ça, c'est l'orage. Ça, c'est une photo qui a été prise la nuit où j'ai traversé. Hein, et quand je nage et que je suis à 4 km du bord, qu'il me reste 1 heure à nager et que je vois l'orage arriver, je me dis, mais si le pilote me sort parce qu'il y a 3 raisons de sécurité que je ne peux pas finir, ça serait hyper compliqué, hyper frustrant, quoi. Et je ne voulais pas que mon destin repose dans les mains de quelqu'un d'autre à part des miennes, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est moi qui décide d'abandonner, ben j'abandonne et après je me trouve des excuses et je me raconte une histoire pour le faire passer. Mais là, je ne voulais pas que ce soit quelqu'un d'autre qui me dise. D'ailleurs, je crois qu'il me reste 1 heure à nager, il me dit tu sors, je crois que je ne sors pas, quoi. Tant pis si je me fais disqualifier. Ou que ça passe pas, mais on ne peut pas. On ne peut pas enlever ça. Donc attention, parce que maintenant il va y avoir l'arrivée. Donc ça, c'est ma trace. La trace que j'ai faite, GPS. Donc on voit même à la fin, du coup, il n'y a pas de ligne droite, parce que forcément il y a des courants, donc ça bouge. Donc on nage avec les courants. Je vais vous diffuser les seules images que j'ai de mon arrivée. Attention au mal de mer. Ça a été filmé comme on a pu, de loin, avec un iPhone. Alors, voilà. Et sous la pluie. Parce qu'en fait, à partir du moment où j'ai mis les pieds en France, l'orage a éclaté, donc avec une grosse pluie. Donc bon, si on s'arrête, on regarde les images, on ne voit pas grand-chose. Mais c'est le seul qu'on a. Quand je finis, en fait, le bateau, comme ça bouge, en fait, vous voyez qu'il y a pas mal de houle aussi au bord. Le bateau, il ne peut pas aller trop au bord, donc il s'arrête à peu près à 200 mètres de la plage. Après, il y a une petite embarcation type Zodiac qui m'accompagne et qui s'arrête à peu près à 30 mètres du bord. Et quand je vois qu'il s'arrête et qu'il me dit de continuer, là, je me mets debout par réflexe et je vois que j'ai de l'eau qui m'arrive jusqu'ici, quoi. Et je sens le sable sous mes pieds, je me dis, bah, ça y est, quoi. Le problème, c'est que tant que tu ne l'as pas fait, tout peut arriver et c'est encore incertain, quoi. Et donc là, j'arrive au bout, je sors de l'eau en courant. Alors que d'habitude, certains nageurs arrivent complètement épuisés. Moi, je sors de l'eau en euphorie complète, je cours, je saute sur la plage, je crie, etc. Sauf que je suis tout seul, donc je peux faire ce que je veux. Il n'y a personne à l'arrivée. Et tant mieux, parce que moi, ce que je voulais faire, c'est aussi le faire pour moi et me retrouver moi-même sur la plage. Et c'était une belle expérience de vivre ça et d'arriver et d'avoir ce spectacle-là avec l'orage qui arrive, les lumières de la côte, le crépuscule qui se lève derrière. Donc une très belle expérience à vivre. Voilà, donc là c'est d'autres traces de nageurs. Celle qui est au milieu en haut, c'est la mienne. Et ça, c'est les traces que d'autres nageurs ont fait. Okay, juste pour dire qu'en fait, c'est pas comparable. On ne peut pas comparer les traces entre nageurs parce qu'il y a trop de facteurs aléatoires. C'est pas comme quand on nage en piscine et que tout est aseptisé et normalisé. Là, en fait, il y a du courant, il y a des coefficients de marée qui changent, il y a de la houle, il y a du vent. Donc, tous les nageurs n'ont pas les mêmes conditions. Hein, mais peu importe. Comme j'expliquais tout à l'heure, le plus important, c'est pas de... peu importe comment tu y arrives aussi, ce qui est important, c'est d'arriver à traverser, quoi. Hein,
Et je pense qu'on a tous, pour ceux qui sont arrivés à traverser, eu le chemin idéal pour y arriver. Il n'y a pas de scénario idéal. En fait, on a tous eu du courant, on a tous eu des méduses, on a tous eu des crampes, etc. Mais peu importe. L'important, ça a été de continuer jusqu'à l'arrivée. Alors, juste pour finir, la cagnotte et la remise de chèques, on va la faire maintenant, Jean-Claude? Oui. Voilà. Excuse-moi, je te réveille. Non, je rigole. On va la faire maintenant. Donc il y a la page Facebook sur laquelle il y a eu toutes les informations, les lives, etc. Il y a également sur la page Facebook le lien qui permet de faire les dons pour l'association Rêve. Donc du coup, on va faire une remise de chèque aujourd'hui et on va laisser la cagnotte ouverte encore jusqu'à fin septembre à peu près, le temps que la médiatisation se fasse et que s'il y a des personnes qui veulent donner encore, elles puissent le faire. Voilà. Il nous reste 4 minutes pour le faire. Merci. Vous allez remettre le chèque au directeur de l'association Rêve et à la responsable de délégation Pellereau. Voilà, merci. Prenez le chèque pour les enfants. Merci, Julien. Si vous voulez prendre une photo. Le directeur, c'est lui qui fait tout le travail après. Oui, effectivement, pour nous, c'est important de aussi vous dire quelque chose de concret qui se passe avec les dons, parce que là, c'est un peu immatériel en fait, mais derrière, il y a aussi un projet très concret. En plus, on organise à peu près 300 rêves par an, et puis depuis 25 ans, en fait, là, on va bientôt atteindre le 6e rêve qui va se réaliser. Et puis pour nous, ce qui est important, c'est de partager aussi, comme l'a fait Julien, ce qui se passe pour l'enfant. Donc on lui transmettra en fait le rêve de l'enfant, des photos si la famille en donne l'autorisation, et puis comment ça s'est passé pour lui, pour boucler la boucle en fait, comme tu l'as fait là ce soir. Et c'est important aussi de raconter ces histoires. Merci beaucoup. Merci. Il va boire son verre comme les autres.